Mes parents ont dit, le mariage de ta sœur est plus important que la date de ton opération. Reprogramme-la. À la place, j'ai reprogrammé toute ma relation avec eux. Quand ma mère a eu besoin de son propre argent en urgence 6 mois plus tard, elle a appris ce que signifie vraiment le mot « reprogrammer ». Salut Reddit, accrochez-vous parce que c'est une histoire mouvementée sur les priorités familiales, les urgences médicales et ce qui arrive quand on arrête enfin d'être le paillasson de la famille. Je suis encore en train de digérer tout ce qui s'est passé, mais je me suis dit que cette communauté apprécierait le chaos absolu qui s'est produit quand j'ai enfin montré que j'avais une colonne vertébrale. Je suis une femme de 28 ans et je traîne un genou bousillé depuis 3 ans. On ne parle pas d'une petite blessure de sport qui guérit avec de la glace et du repos, je parle d'une rupture complète du ligament croisé antérieur, LCA, de lésions du ménisque et d'une détérioration du cartilage qui faisait de chaque jour un calvaire. Monter les escaliers me donnait l'impression qu'on m'enfonçait des clous dans la rotule. Rester debout plus de 20 minutes à mon travail de conservatrice de musée? N'y pensez même pas. La blessure est arrivée lors d'une randonnée qui a mal tourné. J'ai glissé sur des rochers mouillés, j'ai entendu un craquement sec comme un coup de feu, et j'ai passé les 6 heures suivantes à être descendu de la montagne par des gardes forestiers. La visite initiale aux urgences était déjà assez pénible, mais la suite a été pire, 3 ans d'échecs de traitement conservateur, d'innombrables rendez-vous de kiné, des anti-inflammatoires qui m'ont bousillé l'estomac. Et des spécialistes en orthopédie qui me disaient que j'étais trop jeune pour de tels dégâts. Mon employeur s'est montré compréhensif au début, mais après 3 ans de tâches adaptées et à me voir lutter pour faire des visites guidées en boitant visiblement, il commençait à se demander si je pouvais rester à mon poste. Le musée exigeait de rester debout, de marcher dans les galeries, de monter les escaliers vers les archives, des choses basiques qui étaient devenues mon cauchemar personnel. J'ai enfin obtenu l'accord de l'assurance pour une chirurgie reconstructrice après m'être battue avec eux pendant 18 mois. La date de l'opération a été fixée au 15 juin, pas une date choisie au hasard. Cela avait été soigneusement planifié en fonction de mon calendrier de travail, de la disponibilité de mon chirurgien, surtout, c'était son seul créneau libre pour les 4 mois à venir. Après cela, son agenda était complet jusqu'en octobre, et ma préautorisation d'assurance allait expirer. L'opération elle-même devait être lourde, 4 à 5 heures au bloc, reconstruction du LCA par greffe de tendon ischio-jambier, réparation du ménisque et restauration du cartilage, suivi de 6 mois de rééducation intensive. Mon chirurgien, le Dr Patterson, avait été clair sur les délais, si je ratais ce créneau, je risquais une invalidité permanente avant mes 30 ans. Le cartilage se détériorait assez vite pour que 4 mois d'attente supplémentaire fassent la différence entre un bon résultat et la nécessité d'une prothèse de genou avant mes 40 ans. Je me préparais depuis des mois. J'avais mis de côté 3 mois de salaire pour la période de convalescence, puisque l'assurance invalidité de courte durée ne couvrait que 60% de mes revenus. J'avais organisé la venue de ma meilleure amie, Anna, pour rester avec moi les 2 premières semaines après l'opération. J'avais installé toute une station de récupération dans mon appartement avec une trottinette pour genoux en location, une chaise de douche et tout ce que les instructions préopératoires recommandaient. J'avais même préparé et congelé un mois de repas parce que je ne pourrais pas rester debout assez longtemps pour cuisiner. Mes parents étaient au courant de tout cela. Ils connaissaient la date de l'opération depuis février, soit 4 mois à l'avance. Je leur avais dit plusieurs fois, je leur avais envoyé les informations préopératoires et j'avais expliqué pourquoi cette date précise était cruciale. Ma mère l'avait même noté sur son calendrier, je l'ai vu le faire lors de notre dîner dominical en février, quand j'ai reçu l'approbation pour la première fois. Puis ma sœur a lâché sa bombe de mariage. Laissez-moi vous donner un peu de contexte sur ma sœur, Bethany. Elle a 25 ans et elle est l'enfant chéri depuis le jour de sa naissance. Je n'exagère pas et je ne fais pas de mélodrame. J'ai des albums photos entiers de notre enfance où c'est 90% Bethany et peut-être 10% moi, coincés dans les coins des photos de groupe. Quand j'ai été admise à l'université, ils ont oublié de venir à mon dîner de célébration, ils aidaient Bethany à choisir sa robe de bal. Quand j'ai été diplômée avec mention, ils sont arrivés avec 30 minutes de retard parce que Bethany avait besoin d'eux pour déplacer des meubles dans sa chambre de CTU. Quand j'ai décroché mon premier vrai emploi au musée.
Le poste pour lequel j'avais travaillé d'arrache-pied avec 2 stages non rémunérés et du bénévolat, ils m'ont emmené dans une chaîne de restaurants et ont passé tout le dîner à parler du petit ami de Betty. Le favoritisme était si constant et si évident que même la famille élargie le remarquait. Ma tante m'a prise à part à Noël dernier pour s'excuser de la façon dont mes parents me traitaient. C'était à ce point-là, des parents éloignés ressentaient le besoin de le souligner. Bethany s'est fiancée en novembre dernier avec un certain Dylan, qui travaille dans la vente pharmaceutique. Un gars assez sympa, mais leur relation a avancé à la vitesse de l'éclair. Ils se sont rencontrés en août, se sont fiancés en novembre et ont soudainement commencé à planifier un mariage. Ma mère était aux anges. Elle a commencé à organiser le tout immédiatement, m'appelant tous les 2 jours pour me donner des nouvelles que je ne demandais pas. La date originale du mariage devait être en octobre. Je m'en souviens parce que maman avait mentionné que le temps serait parfait en automne et que le lieu avait un magnifique feuillage automnal. Octobre aurait été parfait. Mon opération était en juin, j'aurais été pratiquement rétablie pour octobre et tout le monde aurait été content. Mais apparemment, octobre n'était pas assez bien pour Bethany. Fin mars, j'ai reçu un SMS groupé, même pas un appel. Juste un message collectif sur le chat familial que je mettais habituellement en sourdine parce qu'il était composé à 90% de nouvelles de Bethany et à 10% de culpabilisation de la part de ma mère parce que je ne m'impliquais pas assez dans les activités familiales. Le texte disait « Grande annonce. Nous avons déplacé la date du mariage au 15 juin. Le domaine a eu une annulation et c'est notre date de rêve. On est trop excités. Le 15 juin. La date de mon opération. La date dont je leur avais parlé. La date qui était inscrite sur le calendrier de maman. La date qui déterminait si j'aurais des genoux fonctionnels pour le reste de ma vie. Je suis restée assise dans mon appartement à fixer ce SMS pendant au moins 10 minutes. Mon genou me lançait parce que j'avais eu une journée particulièrement difficile au travail, et je regardais ce message annonçant qu'ils avaient prévu un mariage le seul jour où je ne pouvais absolument pas être disponible. J'ai appelé ma mère immédiatement. Elle a répondu d'un ton joyeux et excité. N'est-ce pas une merveilleuse nouvelle? Le domaine est une propriété magnifique avec des jardins et un kiosque. C'était censé coûter 45 000 $ pour un mariage en octobre, mais ils nous le laissent pour 32 000 $ parce que c'est une annulation. Beth rêve de cet endroit depuis qu'elle est petite. J'ai fait remarquer que le 15 juin était la date de mon opération, l'opération que j'attendais depuis 3 ans. L'opération qui déterminait toute ma mobilité future. Le ton de ma mère a changé instantanément, passant de joyeux à agacé. Oh, c'est vrai. Ton truc au genou. Mon truc au genou. 3 ans d'invalidité documentée réduit à un truc. Eh bien, tu devras la reprogrammer, a-t-elle continué comme si c'était la solution la plus évidente au monde. C'est juste une opération. Ils en font tout le temps. Le mariage de Betty n'arrive qu'une fois. J'ai expliqué pour la 3e ou 4e fois que ce n'était pas une simple procédure que je pouvais décaler comme ça. L'agenda du chirurgien était complet pour des mois. Mon autorisation d'assurance était limitée dans le temps. Mon emploi était déjà sur la sellette à cause de mes tâches adaptées. Ce n'était pas optionnel. Tout est optionnel si on définit bien ses priorités, a dit maman. Elle a utilisé cette phrase exacte comme si elle l'avait lue dans un livre de développement personnel sur la gestion du temps et avait décidé que cela s'appliquait à une chirurgie reconstructrice majeure. Bethany a besoin de toi. Tu es sa sœur. La famille passe en premier. J'ai essayé d'expliquer à nouveau la nécessité médicale, les dommages permanents et le fait qu'il ne s'agissait pas de vouloir ou ne pas vouloir venir. Il s'agissait de ma capacité physique réelle à être présente. Tu fais du cinéma, m'a coupé maman. Je suis sûre que ton médecin peut trouver une autre date. Appelle-les demain et explique qu'il y a un mariage familial. Ils comprendront. Elle a raccroché avant que je ne puisse répondre. J'ai appelé le cabinet du docteur Patterson le lendemain matin, non pas parce que je pensais vraiment qu'un report était possible, mais parce que j'avais besoin d'une preuve que ce n'était pas envisageable. La secrétaire a été compatissante mais ferme. Le prochain créneau chirurgical disponible était le 8 octobre, et cela seulement si je parvenais à obtenir de mon assurance une extension de l'autorisation,
ce qui prenait généralement 3 à 6 mois de recours. J'ai envoyé des captures d'écran de la conversation à mes parents. J'ai ajouté une explication détaillée de pourquoi octobre n'était pas viable, mon autorisation d'assurance expirerait, les dommages au cartilage progresseraient et je pourrais finir par avoir besoin d'une prothèse totale du genou au lieu d'une reconstruction. J'ai joint la documentation médicale du docteur Patterson concernant l'urgence. Mon père a appelé le soir même. C'est d'habitude le plus raisonnable, ou du moins c'est ce que je pensais. Écoute, je comprends que tu souffres, mais ta mère et moi payons $32 000 pour ce mariage. Bethany a choisi le 15 juin précisément parce que le lieu était disponible et abordable. On ne peut pas leur demander de changer maintenant. J'ai demandé pourquoi ils ne pouvaient pas demander à Bethany de changer, mais qu'ils pouvaient me demander à moi de risquer une invalidité permanente. Ce n'est pas la même chose, a-t-il dit. Le mariage est déjà réservé. Les acomptes sont versés. Beth planifie ça depuis des mois. Moi aussi, je planifiais ça depuis des mois. Je planifiais ça depuis 3 ans de galère avec cette blessure. Mais apparemment, la planification d'un mariage l'emportait sur la planification médicale. Tu dois comprendre, a continué mon père. C'est important pour ta mère. Elle a toujours rêvé d'offrir à Bethany un mariage parfait. Tu lui demandes de dire à Bethany que l'opération de sa sœur est plus importante que le jour de son mariage. C'est exactement ce que je disais parce que c'était le cas. Reprogramme simplement l'opération, a dit mon père, son ton passant à cette voix autoritaire qu'il utilisait quand il voulait clore une discussion. Sois là pour ta sœur. C'est ce que fait la famille. Le gaslighting était impressionnant. Ils avaient transformé mon urgence médicale en un acte d'égoïsme parce que je ne donnais pas la priorité à une fête. Bethany a appelé ensuite. J'avais évité ses SMS, mais elle m'a coincé alors que j'étais au travail, et j'ai fait l'erreur de répondre. Tu vas vraiment gâcher mon mariage pour une opération du genou, a-t-elle demandé sans préambule. Maman m'a dit que tu refusais de la reprogrammer. J'ai expliqué à nouveau qu'un report n'était pas possible sans graves conséquences médicales. C'est tellement typique de ta part, a dit Bethany. Toujours à tout ramener à toi. C'est censé être mon jour spécial, et tu essaies d'attirer l'attention en prétendant que tu ne peux pas décaler une opération élective. Élective. Le mot qui fait grincer des dents tous les professionnels de santé. Oui, techniquement, une chirurgie orthopédique reconstructrice est classée comme élective parce qu'elle est programmée à l'avance plutôt que d'être une chirurgie d'urgence vitale immédiate. Mais élective ne veut pas dire optionnelle. Cela ne veut pas dire inutile. Cela veut dire programmée. Je peux à peine marcher, lui ai-je dit froidement. Je vais probablement perdre mon travail si je ne répare pas ça. Ce n'est pas pour attirer l'attention. Tout tourne toujours autour de toi et de tes problèmes, a répliqué Bethany. Tu sais combien maman et papa dépensent pour ce mariage? Combien de préparation cela a demandé? Et tu veux qu'ils gâchent tout ça parce que tu as un petit mal au genou. Un petit mal au genou. 3 ans de problèmes médicaux documentés réduits à un petit mal au genou. Je ne leur demande pas de gâcher quoi que ce soit, ai-je dit en essayant de rester calme. Je demande pourquoi ils ont prévu le mariage à une date où ils savaient que je n'étais pas disponible. Parce que le monde ne tourne pas autour de toi. La voix de Betty avait ce ton qu'elle prend quand elle s'apprête à faire une crise de nerfs. Tu n'es même pas dans le cortège. Tu n'es qu'une invitée. Les invités ne décident pas de la date. Cela m'a blessé plus que je ne l'aurais cru. Même pas dans le cortège. Bethany avait 4 demoiselles d'honneur, dont 3 qu'elle avait rencontrées l'année dernière, mais sa propre sœur ne valait pas la peine d'être incluse. Si ma présence est si peu importante, ai-je dit prudemment, alors ça ne devrait pas poser de problème que je ne puisse pas venir. Bien sûr que si, ça compte. Qu'est-ce que les gens vont penser si ma propre sœur ne vient pas? Ça va être horrible. Tu vas faire honte à toute la famille. On y était. Sa véritable inquiétude n'était pas de me vouloir à ses côtés parce qu'elle tenait à notre relation, c'était une question d'apparence, de ce que les gens allaient penser. Je dois te laisser, ai-je dit. Je suis au travail. Reprogramme cette opération stupide, a dit Bethany avant que je ne puisse raccrocher. Ou ne prends même pas la peine de revenir à un événement familial, plus jamais.
J'aimerais pouvoir dire que c'était une exagération ou des paroles en l'air sous le coup de la colère, mais au cours des 2 semaines suivantes, c'est devenu la position officielle de la famille. Ma mère a commencé à m'appeler tous les jours, laissant des messages vocaux de plus en plus agressifs. Les autres familles savent ce que sont les priorités. Les autres filles comprendraient que la famille passe avant tout. Je ne sais pas comment tu es devenue si égoïste. Mon père m'a envoyé de longs emails sur la responsabilité et les obligations familiales, tout ce qu'ils avaient sacrifié pour élever 2 filles et comment c'était ma chance de montrer que j'appréciais tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Bethany s'est tournée vers les réseaux sociaux, postant des messages vagues sur le fait que le sang est plus épais que l'eau et qu'on sait qui est sa vraie famille quand les temps sont durs. Ses amis ont commencé à commenter pour la soutenir, sans connaître tout le contexte, mais prêts à s'acharner sur quiconque lui avait fait du tort. Ma tante, celle qui s'était excusée pour le favoritisme de mes parents à Noël, m'a appelé après avoir vu les posts de Betty. Qu'est-ce qui se passe ? Ta mère raconte à tout le monde que tu boycottes le mariage par jalousie. J'ai expliqué toute la situation, l'opération, le conflit de calendrier, l'impossibilité de décaler sans conséquences médicales. C'est ridicule, a-t-elle dit immédiatement. Tu dois faire ce qui est bon pour ta santé. Ils sont complètement déraisonnables. C'était réconfortant à entendre, mais cela n'a rien changé. Mes parents avaient été clairs, être de la famille signifiait être présent quand ils le décidaient, quel qu'en soit le coût personnel. Le coup de grâce est arrivé 3 semaines avant l'opération et le mariage. J'avais une journée particulièrement difficile avec mon genou. Le temps avait tourné à la pluie, ce qui rendait toujours l'articulation raide et douloureuse. J'avais posé un jour de congé parce que je ne pouvais littéralement pas poser le pied par terre sans voir des étoiles. J'étais assise chez moi avec des poches de glace et des coussins chauffants, essayant de trouver une position qui ne me fasse pas souffrir, quand mes parents ont débarqué à l'improviste. Ma mère avait une clé de mon appartement depuis un petit incendie de cuisine survenu 2 ans auparavant, pour pouvoir laisser entrer les réparateurs. Je ne la lui avais jamais réclamée, grosse erreur. Ils sont entrés alors que j'étais sur le canapé, la jambe surélevée, l'air probablement aussi misérable que je l'étais. On doit parler, a dit mon père d'un ton sévère. Ma mère s'est assise dans mon fauteuil, les bras croisés. Ça a assez duré. Tu te comportes de façon incroyablement égoïste, et ça doit s'arrêter. J'avais trop mal pour argumenter. J'ai juste demandé ce qu'il voulait. On veut que tu fasses ce qui est juste, a dit maman. On veut que tu reprogrammes ton opération et que tu viennes au mariage de ta sœur. On veut que tu arrêtes d'être têtu et que tu penses à quelqu'un d'autre qu'à toi pour une fois. J'ai fait remarquer que je pensais à mon avenir, à ma santé, et à ma capacité à travailler et à subvenir à mes besoins. Tu trouveras bien une solution, a dit mon père avec mépris. Tu y arrives toujours. Tu es débrouillarde. Mais Bethany ne se marie qu'une fois, et elle a besoin de sa famille. L'ironie de me traiter de débrouillarde tout en me demandant de sacrifier ma mobilité ne m'a pas échappé. J'avais toujours été celle qui se débrouillait seule parce que je n'avais jamais eu le soutien que Bethany recevait. J'ai déjà tout réorganisé dans ma vie pour cette opération, ai-je dit doucement. Le travail, les finances, l'organisation de ma convalescence. Je ne peux pas simplement tout déplacer. Bien sûr que tu le peux, a insisté maman. Tu n'en as juste pas envie. Tu as toujours été jalouse de l'attention que reçoit Bethany, et maintenant tu utilises cette opération comme excuse pour ramener son mariage à toi. Quelque chose en moi a craqué. C'était peut-être la douleur. Peut-être les 3 ans de lutte pendant qu'il balayait ma blessure d'un revers de main en l'appelant un truc ou un petit mal. Peut-être une vie entière passée au second plan derrière Bethany. Sortez, ai-je dit. Ils ont eu l'air choqués. Je ne leur répondais jamais, je ne fixais jamais de limites, je ne me faisais jamais passer en priorité. Pardon, a dit maman. Sortez de mon appartement. Rendez-moi ma clé. Partez. Tu ne peux pas être sérieuse, a commencé mon père. Je suis tout à fait sérieuse. Vous venez chez moi alors que je souffre pour me dire que je suis égoïste parce que je ne veux pas être handicapée pour le reste de ma vie. Vous avez été clair sur ce que je vaux pour cette famille. Maintenant, partez. Maman s'est levée, le visage rouge.
Si tu ne viens pas à ce mariage, ne prends même pas la peine de revenir à un événement familial, plus jamais. On en aura fini avec toi. Plus de dîner le dimanche, plus de fêtes, plus d'aide quand tu en auras besoin. Tu n'existeras plus pour nous. C'est compris, ai-je dit. La clé, maintenant. Elle a jeté ma clé sur la table basse et est sortie en trombe. Mon père a suivi sans un mot. Après leur départ, je suis restée assise là pendant au moins 1 heure, fixant la clé sur ma table. Il l'avait vraiment dit, l'ultimatum, le mariage ou la famille. J'ai choisi mes genoux. J'ai appelé Anna ce soir-là et je lui ai tout raconté. Elle était ma meilleure amie depuis la fac et avait été témoin du comportement de ma famille pendant des années. Elle n'était pas surprise, juste furieuse pour moi. Tu sais que c'est de la folie, non, a-t-elle dit. C'est un comportement cliniquement fou. Ils te menacent de te renier parce que tu ne vas pas à une fête. Ce n'est pas juste une fête pour eux, ai-je dit, même si je défendais des gens qui venaient de me menacer. Ça ne devrait pas être juste une opération pour eux non plus, a souligné Anna. Ils choisissent une robe et un gâteau plutôt que la capacité de leur fille à marcher. Ce n'est pas normal. Elle avait raison. Je savais qu'elle avait raison, mais ça faisait mal quand même. L'opération a eu lieu comme prévu le 15 juin. Anna m'a conduite à l'hôpital à 5 heures du matin, m'a tenu la main pendant la préparation quand l'anesthésiste expliquait les risques, et était là quand je me suis réveillée vaseuse et endolorie en demandant si tout s'était bien passé. Le docteur Patterson a dit que l'opération avait réussi, mais que les dégâts étaient pires que ce que l'imagerie montrait. Il avait dû faire un travail plus important sur le cartilage. La convalescence serait plus longue et plus difficile que prévu, peut-être 8 mois au lieu de 6. C'est une bonne chose que vous n'ayez pas attendu plus longtemps, m'a-t-il dit lors d'une visite post-opératoire alors que j'étais encore à l'hôpital. Quelques mois de plus et nous aurions fait face à des dommages irréversibles. Vous avez pris la bonne décision en faisant cela maintenant. La bonne décision. Cette phrase a résonné dans ma tête pendant les premières semaines douloureuses de ma convalescence. Mon téléphone était silencieux. Aucun appel de mes parents pour demander comment l'opération s'était passée. Aucun SMS de Bethany. Personne pour vérifier si j'allais bien ou si j'avais besoin de quoi que ce soit. Anna s'est installée chez moi pendant 2 semaines comme prévu. Elle gérait les horaires des médicaments, m'aidait à aller aux toilettes, préparait à manger et m'empêchait de devenir folle pendant ces premiers jours affreux où je ne pouvais rien faire d'autre que rester allongée avec la jambe surélevée. Ils ont appelé, a-t-elle demandé le 3e jour. J'ai secoué la tête. Non. J'avais subi une intervention chirurgicale majeure et ma famille n'avait même pas pris la peine de vérifier si j'avais survécu. Pendant ce temps, mes fils d'actualité sur les réseaux sociaux se remplissaient de photos du mariage, Bethany dans une énorme robe blanche, maman pleurant des larmes de joie, papa l'accompagnant à l'hôtel. Le lieu était en effet magnifique, jardin, kiosque et guirlandes lumineuses. Les photos ressemblaient à un magazine, Bethany rayonnante, Dylan élégant dans son smoking, les invités dansant et riant. C'était parfait, un mariage de rêve. Aucune des photos ne me montrait, évidemment, puisque je n'y étais pas. J'étais chez moi avec un genou reconstruit, apprenant à circuler dans mon appartement avec des béquilles, essayant de ne pas penser au fait que toute ma famille m'avait rayé de sa vie. Quelques membres de la famille m'ont contacté. Ma tante a envoyé des fleurs et une carte, je pense à toi pendant ta convalescence. Tu as fait le bon choix. Quelques cousins m'ont envoyé des messages pour prendre des nouvelles et mentionner qu'ils avaient entendu parler du drame familial, mais de la part de mes parents? Rien. De Bethany? Le silence. La convalescence a été brutale. Je ne vais pas l'embellir. Le 1er mois a été fait d'une gestion constante de la douleur, d'exercices physiques 3 fois par jour et d'une lutte acharnée pour retrouver la moindre mobilité. Mon employeur s'est montré compréhensif face au délai rallongé, mais je sentais qu'il s'inquiétait de savoir quand je pourrais reprendre mes fonctions complètes. Anna aidait autant qu'elle pouvait, mais elle avait son propre travail et sa vie. Après 2 semaines, elle a dû rentrer chez elle, même si elle prenait des nouvelles quotidiennement et venait plusieurs fois par semaine pour m'aider avec ce que je ne pouvais pas gérer seule. Le 2e mois a été un peu meilleur. Je pouvais mettre un peu de poids sur ma jambe avec des béquilles et j'ai commencé les séances de kiné en externe.
La douleur devenait plus supportable, mais j'étais encore pratiquement bloquée chez moi et dépendante des autres pour les courses et toute tâche nécessitant 2 jambes fonctionnelles. Le 3e mois, je suis passée à la canne et je pouvais faire plus de choses seule. J'ai commencé à retravailler à temps partiel depuis chez moi, en faisant des recherches et en écrivant pour les programmes éducatifs du musée. Je ne pouvais toujours pas rester debout longtemps ni monter les escaliers facilement, mais la vie devenait plus normale. Pendant tout ce temps, pas un seul mot de ma famille. J'ai pensé à les contacter, j'ai pensé à les appeler pour expliquer à nouveau pourquoi j'avais choisi l'opération, pourquoi c'était nécessaire et pourquoi j'avais dû donner la priorité à ma santé. Mais chaque fois que je prenais le téléphone, je me rappelais les paroles de maman, « Tu n'existeras plus pour nous ». Ils avaient fait leur choix. J'avais fait le mien, et j'apprenais à vivre avec les conséquences. Ce que je ne savais pas, c'est qu'ils allaient bientôt faire face à leurs propres conséquences. 6 mois après l'opération, j'allais plutôt bien. Mon genou était fonctionnel, il était encore douloureux si je forçais trop, mais j'étais de retour au travail à temps plein. Je pouvais marcher dans les galeries sans boiter, monter les escaliers vers les archives sans avoir envie de pleurer, et mener une vie normale. Ma sécurité d'emploi était revenue. Mon patron a même mentionné qu'ils avaient été impressionnés par ma détermination pendant la convalescence et qu'ils envisageaient de me confier un poste de coordinatrice qui se libérait à la nouvelle année. Honnêtement, la vie était plutôt belle. J'avais construit une routine qui n'incluait pas ma famille. Les dîners du dimanche étaient remplacés par des brunchs avec Anna et quelques autres amis. Les vacances étaient passées avec des gens qui voulaient vraiment de moi. Ça faisait moins mal que ce que je pensais. Ou peut-être que ça faisait tout aussi mal, mais que je m'y habituais. Puis mon téléphone a affiché le numéro de maman. Premier contact en 6 mois. J'ai fixé l'écran pendant 3 sonneries avant de répondre. Allô ? Salut, ma chérie, a dit maman d'une voix mielleuse, le ton qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Comment vas-tu ? Comment va ton genou ? 6 mois. 6 mois de silence, et maintenant elle voulait savoir comment allait mon genou. Ça va, ai-je dit prudemment. L'opération a réussi. Je suis de retour au travail. C'est merveilleux. Je suis si contente de l'apprendre. Je savais que tout s'arrangerait. Le mépris décontracté était sidérant, comme si ma guérison réussie était inévitable et n'était pas le résultat de mois de rééducation douloureuse dont elle n'avait rien su parce qu'elle avait choisi de ne pas savoir. Qu'est-ce que tu veux, maman ? Je ne peux pas simplement appeler pour prendre des nouvelles de ma fille. Tu n'as pas pris de nouvelles de moi en 6 mois. Silence de son côté, puis, eh bien, on a été très occupés avec Bethany qui s'installe dans sa vie de mariée. Et qu'est-ce que tu veux, ai-je répété. Elle a soupiré. Bon. J'ai un service à te demander. Un service ? L'audace était presque impressionnante. Ton père et moi sommes dans une situation financière difficile, a-t-elle continué. Il y a eu des dépenses imprévues pour le mariage qui ont dépassé le budget, et maintenant nous avons des factures médicales, et c'est tendu. Nous avons besoin de t'emprunter de l'argent pour couvrir tout ça jusqu'à ce qu'on se remette sur pied. J'ai laissé l'information infuser un moment. Ils avaient besoin d'argent. 6 mois après avoir menacé de me renier, après avoir ignoré mon opération, après avoir choisi une fête plutôt que la santé de leur fille, ils avaient besoin d'argent. Combien, ai-je demandé. 15 000 $, a dit maman rapidement. Juste temporairement. On te remboursera dès qu'on pourra. Le bonus de ton père arrive en décembre, donc probablement à la nouvelle année. 15 000 $? C'était plus de la moitié de ce que j'avais économisé pour mon opération et ma convalescence, de l'argent que j'avais accumulé après des années de budget serré et d'heures supplémentaires. Des factures médicales, ai-je demandé. Qui est malade ? Ton père a dû subir une procédure d'urgence, a dit maman. Rien qui n'engage son pronostic vital, mais ce n'était pas entièrement couvert par l'assurance. Entre ça et le mariage qui a dépassé le budget, on est à sec. Papa avait subi une intervention, une urgence, et il m'appelait pour de l'argent. Quand a eu lieu cette intervention, ai-je demandé. Il y a 3 semaines. 3 semaines. Ils savaient depuis 3 semaines qu'ils avaient besoin d'argent, et ils avaient attendu maintenant pour m'appeler. Pourquoi moi, ai-je demandé.
Pourquoi ne pas demander à Bethany et Dylan nous faire un prêt à la banque? Bethany et Dylan gèrent leurs propres dépenses pour leur foyer, et la banque. Notre crédit n'est pas génial en ce moment avec les frais du mariage. On s'est dit que ce serait plus simple entre membres de la famille. La famille. Le mot qu'ils avaient menacé de révoquer il y a 6 mois. Je dois y réfléchir, ai-je dit. Qu'est-ce qu'il y a à réfléchir? La voix de maman est passée de mielleuse à tranchante. Nous sommes tes parents. Nous avons besoin d'aide. C'est ce que fait la famille. Je te rappellerai, ai-je dit, et j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse argumenter. Je me suis assise sur mon canapé, le genou un peu douloureux après une longue journée de travail, et j'ai repensé à tout ce qui s'était passé. Il m'avait menacé de me renier parce que j'avais choisi ma santé. Il m'avait ignoré pendant l'opération et les mois de convalescence. Il n'avait pas pris de nouvelles une seule fois pour savoir si j'allais bien, si l'opération avait réussi ou si j'avais besoin de quoi que ce soit, et maintenant ils avaient besoin d'argent. Alors, soudainement, j'étais redevenue de la famille. J'ai appelé Anna et je lui ai raconté la conversation. « Tu n'envisages pas sérieusement de leur donner de l'argent, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé. « S'il te plaît, dis-moi que tu n'y penses pas. » « Je ne sais pas, ai-je avoué. C'est quand même mon père. S'il a besoin de soins médicaux. » « Ils se sont fichus de tes soins médicaux, » a interrompu Anna. « Ils t'ont dit de risquer un handicap permanent pour une fête. Ils ne peuvent pas jouer la carte de la famille maintenant qu'ils ont besoin de quelque chose. » Elle avait raison. Je savais qu'elle avait raison, mais il y avait cette petite voix dans ma tête, ce conditionnement de l'enfance sur les obligations familiales et le fait de faire ce qui est juste. « Qu'est-ce que tu ferais à ma place ?» lui ai-je demandé. « Je leur dirais de reprogrammer leurs factures. » Ça m'a fait rire malgré tout. Anna avait toujours été douée pour briser la manipulation émotionnelle avec une logique pure. J'ai passé la journée suivante à y réfléchir. Je suis allée au travail, j'ai fait faire une visite à un groupe scolaire et j'ai traité de nouvelles acquisitions pour la collection. Des choses normales. Mais mon esprit revenait sans cesse à cet appel. Ils avaient besoin d'argent. J'avais l'argent. Mais le leur donner me donnait l'impression de valider tout ce qu'ils m'avaient fait subir, comme si je disais que leur traitement était acceptable tant que je restais utile. Maman a rappelé le soir même. « Tu as pris une décision ? » « J'ai besoin de plus d'informations, ai-je dit. » « Quelle était cette procédure d'urgence ? Est-ce que ça a de l'importance ? » « Oui. » Elle a soupiré, agacée. « Bon. Ton père a eu besoin d'une opération pour des calculs rénaux. C'était très douloureux et ça demandait une intervention immédiate. Une opération pour des calculs rénaux. Douloureux, certes, mais pas mortel. Pas quelque chose qui causerait une invalidité permanente si c'était différé. C'était une opération élective, au sens médical du terme, celui-là même qu'ils avaient utilisé contre moi. Et tu as besoin de 15 000 $ exactement ? Oui, c'est ce qui nous manque après l'assurance et les autres frais. C'est dû pour quand ? L'hôpital veut le paiement sous 30 jours, sinon ils envoient le dossier au recouvrement. 30 jours. Ils avaient 30 jours pour trouver une solution. Vous ne pouvez pas mettre en place un plan de paiement avec l'hôpital ? On a essayé. Ils ne sont pas flexibles. On a besoin de l'argent. Et un prêt personnel ? Je t'ai dit que notre crédit n'était pas bon en ce moment. S'il te plaît, arrête de poser des questions et aide-nous. Ce ton, celui qui disait que c'est moi qui étais difficile parce que je demandais des informations basiques avant de donner 15 000 $. Je vais y réfléchir, ai-je dit. Qu'est-ce qu'il y a à réfléchir ? La voix de maman a monté. C'est la santé de ton père. Comment peux-tu être si froide ? J'ai subi une opération majeure il y a 6 mois, ai-je dit doucement. Une chirurgie reconstructrice qui déterminait si je serais handicapée pour le reste de ma vie. Tu n'as pas appelé une seule fois pour prendre des nouvelles. Tu n'as pas demandé comment j'allais ou si j'avais besoin de quoi que ce soit. Tu as choisi une fête plutôt que ma santé. Maintenant, tu me demandes de choisir vos problèmes financiers plutôt que ma sécurité financière. C'est complètement différent, a dit maman immédiatement. Toi, tu étais égoïste à propos du mariage.
Ici, c'est une vraie urgence. Mon opération était une vraie urgence. Ce n'était pas la même chose. Le mariage de Betty était important et ta capacité à marcher ne l'était pas. Silence. Puis, tu vas nous aider ou pas? J'ai pris une inspiration. J'ai repensé à tous ces mois de convalescence, la douleur, la lutte, l'isolement. J'ai repensé à eux, en train de danser à un mariage pendant que j'apprenais à remarcher. J'ai pensé à l'ultimatum, aux menaces et au mépris total de mes besoins. Non, ai-je dit. Je ne vais pas vous aider. Quoi? Je ne vous donnerai pas d'argent. Vous m'avez dit de reprogrammer mon opération, je vous dis de reprogrammer vos factures. Débrouillez-vous comme j'ai dû me débrouiller seule pour tout le reste. Tu ne peux pas être sérieuse, a dit maman, la voix tremblante. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Qu'est-ce que vous avez fait pour moi, exactement? Parce que d'où je suis, je vois que vous avez dépensé 32 000 $ pour le mariage de Betty, mais que vous n'avez pas pris la peine de demander comment mon opération s'était passée. On t'a élevé. On t'a tout donné? Vous avez tout donné à Bethany, ai-je corrigé. J'étais une pensée après coup, et c'est très bien comme ça. J'ai fait la paix avec ça. Mais vous ne pouvez pas me traiter comme si je n'étais pas de la famille et espérer ensuite que j'agisse comme telle quand ça vous arrange. Si tu ne nous aides pas, c'est fini entre nous, a dit maman d'une voix glaciale. C'est ta dernière chance. Tu m'as déjà dit que c'était fini il y a 6 mois, ai-je dit. Rien n'a changé. Adieu, maman. J'ai raccroché. Ensuite, j'ai bloqué son numéro, celui de mon père, celui de Betty, et j'ai bloqué chaque membre de la famille qui avait pris leur parti ou ignoré ce qui s'était passé. Le téléphone a sonné 2 fois de plus à partir de numéros inconnus, je n'ai pas répondu. Anna a appelé 1 heure plus tard. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit non. Bien. Comment tu te sens? Honnêtement? Libre. Et c'était vrai. Pour la première fois en 6 mois, peut-être pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression de m'être vraiment défendue, d'avoir fixé une limite et de l'avoir fait respecter. J'avais choisi mon propre bien-être plutôt que leurs exigences. La semaine suivante fut un chaos dont je n'ai pas été le témoin direct puisque j'avais bloqué tout le monde. Mais ma tante m'a appelé depuis son numéro, que je n'avais pas bloqué. Ta mère est en train de perdre la tête, a-t-elle rapporté. Elle appelle tout le monde pour dire que tu as refusé d'aider ton père pour des factures médicales d'urgence, elle te fait passer pour un monstre. Il peut mettre en place un plan de paiement avec l'hôpital, ai-je dit. Ils ne vont pas le poursuivre en justice pour 15 000 $ de dette médicale. Je le sais, tu le sais. Mais elle transforme ça en un énorme mélodrame sur les enfants ingrats et la trahison familiale. Elle m'a dit que je n'existerais plus pour eux si je choisissais l'opération plutôt que le mariage. Je sais. Et je pense que tu as pris la bonne décision. Je voulais juste te prévenir qu'elle mène une campagne pour monter toute la famille contre toi. Laisse-la faire, ai-je dit. Quiconque croit sa version sans me demander la mienne ne mérite pas d'être dans ma vie de toute façon. Ma tante est restée silencieuse un moment. Eh bien, tu as l'air différente. Plus forte. J'ai dû l'être. Ils s'en sont assurés. Quelques cousins m'ont contacté, ceux qui avaient entendu la version de maman et voulaient la mienne. J'ai expliqué une fois, calmement et clairement. J'ai envoyé des captures d'écran du SMS préopératoire envoyé à mes parents en février, la documentation médicale du docteur Patterson et la chronologie montrant qu'il connaissait la date de mon opération 4 mois avant de fixer le mariage le même jour. Certains m'ont cru, d'autres non, certains s'en fichaient. Quoi qu'il en soit, j'ai fait la paix avec tout ça. Bethany a essayé d'appeler depuis le téléphone de Dylan. J'ai répondu cette unique fois pour clarifier ma position. Tu ne vas vraiment pas les aider, a-t-elle demandé. Pour une histoire de mariage? Pour le fait que vous ayez tous choisi un mariage plutôt que ma santé, ai-je corrigé. Et que vous m'ayez ignoré pendant 6 mois pour ne me contacter que quand vous aviez besoin d'argent. La famille s'entraide. Tu as raison. La famille s'entraide. Quand ma sœur se mariait, je voulais être là. Mais je ne pouvais pas physiquement parce que je subissais une opération lourde. Une famille aurait compris ça.
Une famille aurait choisi une autre date ou aurait au moins pris de mes nouvelles après. Vous avez tous été clairs sur le fait que je ne suis pas vraiment de la famille. Sauf quand je vous suis utile. Ce n'est pas juste. Ce n'était pas juste non plus de me dire de reprogrammer une opération qui déterminait si je serais handicapée à vie. Ce n'était pas si grave. Si, ça l'était. Tu t'en fichais, c'est tout. J'ai raccroché. J'ai bloqué ce numéro aussi. Anna est passée ce week-end-là avec du vin et des plats à emporter. Nous nous sommes assises sur mon canapé, le même canapé où j'avais passé des mois à me rétablir seule, et elle m'a demandé comment j'allais vraiment. Mieux que prévu, ai-je dit. Honnêtement, je pensais que je me sentirais coupable, que j'aurais l'impression d'être aussi mauvaise qu'eux en refusant d'aider. Mais non. Ils ont fait leur choix. Ils m'ont dit ce que je valais à leurs yeux. Je ne fais que respecter leurs décisions. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire ? Je ne sais pas, papa va probablement mettre en place un plan de paiement avec l'hôpital comme n'importe quelle personne normale. Maman va probablement se plaindre à tous ceux qui voudront bien l'écouter. Bethany va continuer sa petite vie de jeune mariée. Et je vais continuer à construire la vie que j'ai ici. Sans eux ? Sans eux. Anna a levé son verre. À la famille qu'on choisit plutôt qu'à celle où l'on est. Nous avons trinqué. Mon genou était douloureux après une longue journée de travail, mais c'était une douleur normale, pas cette souffrance invalidante avec laquelle j'avais vécu pendant 3 ans. Je pouvais marcher. Je pouvais travailler. Je pouvais avoir une vie. C'est ce que j'avais choisi, et 6 mois plus tard, face à leur crise, j'avais choisi cela à nouveau. 3 mois après la fin des appels téléphoniques, j'ai reçu une lettre par la poste, non pas de mes parents directement, mais d'un avocat. Pendant un instant, mon estomac s'est noué, j'ai cru qu'ils me poursuivaient pour l'argent. Mais ce n'était pas ça. C'était un avis formel m'informant qu'ils m'avaient réintégré dans leur testament. Apparemment, leur avocat leur avait conseillé que déshériter un enfant pouvait mener à des contestations judiciaires et à des complications successorales. Donc, j'y étais à nouveau, mais avec une part significativement réduite par rapport à Bethany. Elle recevrait la maison et la plupart des actifs. Je recevrais une petite somme d'argent, peut-être $20,000. Anna a regardé la lettre et a ri. Ils essaient de t'acheter depuis l'au-delà. C'est presque impressionnant. Je ne veux pas de leur argent, ai-je dit. C'est bien, mais prends-le quand ils mourront et donne-le à une association médicale ou quelque chose comme ça. Les dons par pur dépit sont les meilleurs dons. L'idée m'a fait sourire. La vie a continué. J'ai obtenu cette promotion au travail, je suis devenue la nouvelle coordinatrice des programmes éducatifs et j'ai commencé à planifier une exposition sur la façon de surmonter les défis physiques, inspirée en partie par ma propre expérience. Je me suis fait de nouveaux amis grâce au travail, j'ai eu quelques rendez-vous amoureux et j'ai construit une vie qui n'avait rien à voir avec ma famille d'origine. Mon genou n'a jamais totalement cessé de me faire mal. Le docteur Patterson m'avait prévenu que même avec une opération réussie, je garderais probablement un certain niveau de douleur chronique et de raideur, mais c'était gérable. Je pouvais travailler, faire de l'exercice et vivre normalement. C'était tout ce que je voulais. 1 an après l'opération, presque jour pour jour, je dirigeais une visite guidée au musée quand j'ai vu ma mère debout à l'écart du groupe, en train de regarder. Elle ne participait pas et n'essayait pas de me parler, elle était juste là. J'ai terminé la visite professionnellement, en ignorant sa présence. Une fois le groupe dispersé, elle s'est approchée. « Ton genou a l'air d'aller mieux », a-t-elle dit. « Tu ne boites plus. » L'opération a été une réussite, ai-je dit de façon neutre. « Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu as besoin ? » Je voulais voir comment tu allais. « Je vais bien. » L'exposition sur les défis physiques est de toi, n'est-ce pas ? J'ai vu ton nom listé comme coordinatrice. Oui. Nous sommes restés là, dans la galerie, entourés d'objets et de panneaux d'information sur la résilience humaine et l'adaptation. L'ironie n'a échappé à aucune de nous deux. Je te dois des excuses, a fini par dire maman. On a tout géré de travers. Le mariage, l'opération, tout ça. On n'a pas priorisé les bonnes choses. J'ai attendu. Elle semblait s'attendre à ce que je lui pardonne immédiatement,
Que je lui dise que ce n'était rien, que je retombe dans mes vieux schémas. J'ai souffert pendant 3 ans, ai-je dit à la place. L'opération aurait pu éviter des dégâts permanents si je l'avais faite plus tôt, mais j'ai attendu à cause des processus d'approbation de l'assurance, des horaires de travail et en essayant de trouver le bon moment. Quand j'ai enfin eu l'accord et une date, tu m'as demandé de tout risquer pour une fête. Ce n'était pas juste une fête. Ça l'était, ai-je interrompu. C'était une fête chère et élaborée, mais juste une fête. Mon opération, c'était ma santé, ma carrière, mon avenir. Et tu as choisi la fête. Les yeux de maman se sont embués. Je sais que j'ai eu tort. Tu m'as dit que je n'existerais plus pour toi si je ne venais pas au mariage. J'étais en colère. Tu étais honnête. C'était ce que je valais à tes yeux. Mais tu n'as même pas voulu aider quand ton père a eu besoin de soins médicaux, a-t-elle ajouté, un ton défensif réapparaissant. Il avait besoin d'argent, pas de soins médicaux. Les soins médicaux lui étaient accessibles via des plans de paiement. Tu voulais que je te donne de l'argent que j'avais économisé pendant des années de travail parce que vous aviez trop dépensé pour le mariage de Betty. Nous sommes tes parents. Vous êtes des gens qui m'ont donné naissance et m'ont élevé. Ça ne veut pas dire que je vous dois un accès à mon compte bancaire, surtout après que vous ayez été clair sur le fait que je ne valais pas votre temps quand j'avais besoin de vous. Maman a redressé les épaules. Je suis venue ici pour m'excuser et essayer de reconstruire notre relation. J'apprécie les excuses, ai-je dit. Mais je ne veux pas reconstruire la relation. J'ai passé ma vie entière à essayer de gagner un amour et une approbation qui n'étaient donnés qu'à Bethany. J'ai fini d'essayer. J'ai des gens dans ma vie maintenant qui m'apprécient vraiment. Je n'ai pas besoin du stress de me demander quand je passerai à nouveau au second plan. Tu es ma mère. Et tu as été clair sur ce que cela signifiait. Je respecte ta décision. Je me suis éloignée, retournant à mon bureau où j'avais du travail à faire sur une exposition traitant de la force et de la résilience. Je l'ai laissée là, dans la galerie. Elle n'a pas suivi. Elle n'a pas rappelé. Je pense qu'elle a enfin compris que je pensais ce que je disais. Anna a appelé ce soir-là pour prendre des nouvelles. Je lui ai raconté la rencontre au musée. « Comment tu te sens ?» a-t-elle demandé. Comme si j'avais enfin fermé une porte qui aurait dû l'être il y a 1 an. Tant mieux. Tu veux de la compagnie ? Toujours. Elle est venue avec de la nourriture thaïlandaise et nous avons regardé une émission de télé-réalité horrible, le genre où les gens créent des problèmes dramatiques pour rien. C'était décérébré et parfait. Mon genou me lançait un peu cette nuit-là, comme la plupart des nuits, mais j'avais des médicaments efficaces contre la douleur. J'avais un travail que j'aimais. J'avais des amis qui tenaient réellement à moi. J'avais une vie construite selon mes propres termes, pas dictée par l'obligation familiale et une loyauté à sens unique. C'est ce que j'avais choisi le 15 juin quand je suis allée me faire opérer au lieu d'aller à un mariage. Et chaque jour depuis, j'avais continué à le choisir, à me choisir moi, ma santé, mon avenir, ma paix. Il m'avait dit de reprogrammer mon opération. À la place, j'ai reprogrammé toute ma relation avec eux. Il s'avère que c'était la meilleure décision que j'ai jamais prise. Mon genou fonctionne maintenant. Je peux marcher sans douleur. Je peux travailler des journées entières. Je peux monter les escaliers. Je peux avoir une vie normale. Et je peux faire tout cela sans une famille qui ne m'appréciait que quand j'étais utile. Parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous-même est de choisir votre propre bien-être plutôt que les attentes des autres. Même quand ces personnes sont votre famille. Surtout quand ces personnes sont votre famille. Mon opération était le 15 juin. Le mariage était le 15 juin. J'ai fait mon choix. Ils ont fait le leur. Et nous devons tous vivre avec les conséquences.